C'est avec joie, avec un grand plaisir que je retrouve un ancien condisciple. En effet, j'ai fait mes études avec Joël Kotek il y a au siècle passé, je ne préciserai peut-être pas la date, Absolument. mais disons qu'il y a presque un demi-siècle, non j'exagère un petit peu. Voilà, il y a 40 ans, à l'université de Bruxelles. Et donc je vais le retrouver aujourd'hui dans un entretien qui va tourner autour de la problématique de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme et de l'antisionisme radical. Je vous présente Joël Kotek, qui est professeur à l'université de Bruxelles, où il enseigne le siècle de la Shoah et les génocides. Il y enseigne également l'histoire de l'Europe centrale et orientale, et c'est la même matière, sauf erreur de ma part, qu'il enseigne aussi à Sciences Po Dijon. Je ne vais pas évidemment relater l'entièreté de sa carrière, ça n'aurait pas de sens. Alors, je vais noter quand même quelques éléments. Entre 2003 et 2006, il était directeur de la formation au Mémorial de la Shoah à Paris. Il dirige la revue Regard, qui est le mensuel du Centre communautaire laïque juif à Bruxelles. Il a pour spécialité l'histoire de la Shoah et l'histoire de l'antisémitisme. Et alors, il est l'auteur d'une bibliographie impressionnante. En effet, il est auteur ou co-auteur d'une trentaine d'ouvrages, et ceci sans parler des nombreux articles qu'il a pu écrire depuis maintenant, donc le siècle passé dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais montrer deux de ses ouvrages. Tout d'abord, sa thèse de doctorat, publiée au Seuil, La Jeune Garde, la jeunesse entre le KGB et la CIA, 1917-1989. Et ensuite, un ouvrage postérieur, par définition, chez Lattès, en 2000. Voilà, en 2000, Le siècle des camps, qu'il écrit en collaboration avec Pierre Rigoulot. Et je signalerai, pour finir, son dernier livre, paru en 2017 chez De Noël, Shoah et bande dessinée. Alors, cher Joël, je vais donc te poser quelques questions pour y voir un petit peu plus clair. Parce que quand on n'est pas, comment dirais-je, quand on est un profane face aux matières dont il va être question ici, on est, je dois dire, un petit peu perturbé parce que il y a des problèmes de définition qui se posent d'abord. Donc il faudra peut-être éclairer nos auditrices et nos auditeurs face aux termes qui sont, dont il va être question. On va parler ensemble de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme et de l'antisionisme radical, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et peut-être avant de parler de l'antijudaïsme, ce serait peut-être intéressant de se poser la question suivante: qu'est-ce qu'être juif depuis Auschwitz? Alors je ne sais pas si, s'agissant d'une interview sur l'antisémitisme, il est important de savoir ce qu'est un juif. Parce que ce qui est important, lorsqu'il s'agit de l'antisémitisme, et c'est ça la particularité, c'est que l'antisémitisme est une maladie qui émane des non-juifs. Et dont les juifs n'ont absolument, et ça c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis maintenant des décennies, finalement aucune responsabilité. Il y a de l'antisémitisme là dans les sociétés, soit en crise, soit en mutation, et ce sont en fait les antisémites qui décident de qui est juif. Alors, un exemple, dans le ghetto de Varsovie, il y a une église pour les juifs convertis au catholicisme. Alors on les utilise dans un certain temps dans la police juive, parce qu'ils sont quand même chrétiens, mais ils sont gazés à Auschwitz comme les autres. Au camp de Theresienstadt, il y a un temple pour les juifs protestants. Et donc comme ce sont les Tutsis, comme ce sont les Hutus qui décident qui est Tutsi, ben, ce sont les antisémites qui décident qui est juif. Et si Staline décide que Trotsky est un hitléro, trotskiste, sioniste, etc., eh bien il sera considéré comme tel, et c'est encore le cas,
Rappelons-nous de Slansky qui a dirigé le parti communiste tchécoslovaque et qui a été pendu comme sioniste, alors qu'il était avant tout quoi, tout simplement un internationaliste au service de Staline. Mais c'est vrai que la question mérite. Alors c'est quoi être un juif après Auschwitz? C'est compliqué. Je compare souvent de manière un peu caricaturale les juifs à des rhinocéros blancs. Donc ce sont des gens qui se sont retrouvés un peu isolés après la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que le continent européen comptait 11 millions de juifs en 1939. Il y a tout au plus aujourd'hui 1,5 million de juifs en Europe. Donc finalement le fait juif a pratiquement disparu de l'Europe. Ça paraît difficile à comprendre parce que c'est vrai, on en parle beaucoup. Mais justement, une des caractéristiques des juifs, c'est que contrairement au racisme, il ne faut pas qu'il y ait des juifs pour qu'on en parle. Finalement, dans l'Allemagne où Hitler prend le pouvoir, à partir, et notamment à travers un discours antisémite, il y a moins d'1% de juifs. Il y a 500 000 juifs dans un pays qui en compte 60 millions. Et ça n'a pas empêché, encore une fois, l'antisémitisme d'être central. Et puis, alors, être juif, il faut quand même répondre, mais il y a 1000 manières d'être juif. Et je dirais que chaque juif a sa manière, à lui, surtout depuis la Shoah. Puisque la Shoah, en fait, a déstructuré, traumatisé cette condition juive. Et ce qui fait qu'on dit souvent deux juifs, trois opinions. Et c'est une réalité. Entre les juifs religieux, entre les juifs marxistes, et puis les juifs entre guillemets sionistes, finalement il y a très peu de choses en commun. Entendu. Mais ce sera l'objet quand même enfin, de notre entretien qui va tourner justement autour d'anti-judaïsme, antisémitisme et anti-sionisme. Delphine Horviller, qui est une femme rabbin qui vit en France, vient de publier Réflexions sur la question antisémite chez Grasset, donc en ce début du mois de janvier 2019. Alors là, son sujet, c'était pas tellement de lire, d'écouter le discours antisémite venant des non-juifs, mais de lire les textes rabbiniques pour voir comment les juifs eux-mêmes percevaient l'antisémitisme. Et alors elle fait référence à un certain nombre d'éléments qui semblent revenir régulièrement, c'est que il y aurait une confiscation par les juifs de quelque chose, quel que soit ce quelque chose, que le juif est l'incarnation d'une faille identitaire, et d'ailleurs sur la couverture de son livre qui est rouge, il y a une faille justement au milieu de la page, et enfin que ce serait aussi une incarnation du féminin. Peut-être si sur ce dernier terme tu as peut-être quelque chose à dire. Non, alors pas forcément sur ça, et aussi sur Oui. ça. Non, mais ce qui est important à dire, qu'effectivement, sur cette question, finalement peut-être du malaise que provoque dans la société ou dans la cité chrétienne et musulmane le juif, ce qu'elle appelle peut-être la faille identitaire, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, la première relation entre les juifs et les non-juifs, c'est je dirais une relation névrotique, tout simplement. Parce qu'en fait, il faut s'interroger, est-ce qu'il y a toujours de l'antisémitisme? Est-ce que là où il y a des juifs, il y a de l'antisémitisme? Eh bien non, bien évidemment, puisque j'ai essayé d'expliquer aussi que là où il n'y a pas de juifs, quelquefois il y a l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme n'est pas lié à une présence juive. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savent pas, c'est que contrairement à l'opinion répandue, c'est que la première demande des juifs a toujours été l'intégration. Les juifs aspirent à l'intégration, pas forcément à l'assimilation. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont dans ces moments de l'histoire où les juifs sont intégrés qu'il y a les plus grandes explosions antisémites. Par exemple, l'Égypte alexandrine, où là, au moment où il y a un syncrétisme entre la philosophie grecque et le judaïsme, entre une religion révélée et la pensée rationaliste grecque, avec des personnages comme Philon d'Alexandrie, qui est l'inventeur en fait de la théologie, et c'est là qu'il y a les premières grandes manifestations antisémites. Il n'y en a pas véritablement avant. Et puis il y a l'Espagne musulmane, où on a un grand philosophe juif qui s'appelle Maïmonide, qui écrit en arabe. Et à ce moment-là, il y a une dynastie berbère qui prend le pouvoir et qui expulse tous les juifs d'Espagne, tous, et du Maroc. Puis il y a l'Espagne chrétienne, où les juifs sont tellement assimilés que finalement ils parlent le judéo-espagnol, qu'ils ont continué à parler jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la Shoah. Et là aussi, ça se termine par leur expulsion, on sait, en 1492. Et puis, intérieurement, il y a la République française avec l'affaire Dreyfus, où là, on a un capitaine intégré qui n'est pas juif, qui est d'origine juive, mais qui se sent français.
qui, pour appartenir à l'état-major, finalement se retrouve suspecté de par sa race, comme le dit Barès, et avec une explosion antisémite terrible, mais dans un contexte justement d'assimilation. Et puis bien sûr la République de Weimar, où là les juifs en fait, se sentent peut-être davantage allemands que juifs, pour un certain nombre d'entre eux, où l'apport des juifs à la culture allemande est en fait exceptionnel, c'est vraiment l'explosion, je dirais, la contribution des juifs à la République de Weimar est extraordinaire, elle continuera aux États-Unis. 30% des prix Nobel sont d'origine juive, alors il faut dire d'origine parce que beaucoup sont convertis au catholicisme ou au protestantisme, et puis c'est là qu'il y a le nazisme qui émerge. Donc c'est ça qui est important. Alors la question c'est pourquoi ? Attends, je voudrais peut-être rebondir là-dessus, parce que je pense quand même aussi aux pogroms qui sont organisés par le régime tsariste à la fin du 19e siècle, à, comment dirais-je, la confection de ces fameux protocoles des sages de Sion par la police secrète du tsar. Et donc là, était-on vraiment dans un contexte assimilationniste ? Alors il y a un début, hein, quand on lit la littérature, et non, alors c'est vrai que c'est très différent justement. Lorsqu'on s'intéresse tout à fait à l'histoire de la diaspora juive, il faut différencier l'Europe occidentale de l'Europe orientale. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes. Les juifs en Pologne sont très nombreux, ils sont 10% de la population, dans certains endroits ils sont 30, 40, 50%. Là il y a un contexte de vieil antisémitisme religieux, d'antisémitisme chrétien, catholique, et de xénophobie, non c'est une certitude. Et puis il y a un problème aussi de rapport à la modernisation de l'Empire tsariste ou non. Mais c'est vrai que les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples plutôt, mais qui sont peut-être finalement les plus violents. Parce que c'est vrai que les pogroms sont très violents. Ils vont amener à l'immigration des Juifs vers les États-Unis et la création du sionisme. Mais finalement, par rapport à la Shoah, c'est très peu. Le pogrom de Kishinev, on parle de 200, 300, 400 personnes. Le massacre de Babi Yar, c'est 33 771 personnes en 2 jours. Donc on est dans des ordres de grandeur. L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est tous les Juifs espagnols. L'expulsion des Juifs du monde arabe, c'est tous les Juifs. Encore une fois. Et donc, mais c'est vrai que ce sont deux réalités, deux mondes qui se croisent. Oui, mais il y a un début de sécularisation, et qui passe notamment par l'entrée des Juifs, notamment dans les mouvements révolutionnaires, qui est absolument phénoménal, je veux dire. Un certain nombre de Juifs, on voit Isaac Bashevis, que dis-je, on voit des gens comme... C'est en Pologne, Isaac. Oui, bien sûr, à travers ses romans, on voit Isaac Deutscher, qui est un jeune juif racide, qui le jour de sa bar mitzvah décide de manger un sandwich au jambon sur la tombe de son rabbin miraculeux. Donc il y a un processus qui est entamé, mais c'est vrai qu'il y a cette masse, hein, et qui effectivement pose problème au moment où le nationalisme devient très important dans ces régions-là. Mais ce que je voulais dire, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ? Alors le premier temps, je dirais, le terme générique c'est l'antisémitisme, le premier temps c'est le temps de l'antijudaïsme, qu'il faut différencier. D'accord. Alors l'antijudaïsme c'est quoi ? Et c'est cette faille peut-être, une faille névrotique. Je sais que tu es, si on peut se tutoyer, tu adores la psychanalyse. Absolument. Je ne vois pas comment ça vous voyez. On parle devant une caméra. Oh, ce qui n'est pas la même chose. Oui, non, mais 40 ans de... Voilà, c'est très triste. Hein. Absolument. Oui. Mais je veux dire que je pense que le rapport des pères de l'Église et des pères de l'islam au judaïsme est un rapport névrotique, parce que finalement, la Bible est le référent identitaire. Tout passe par la Bible. Et ce qui explique qu'il n'y a de l'antisémitisme ou de l'antijudaïsme que dans les sociétés qui sont issues du judaïsme. Il n'y a pas de trace, même dans l'Empire romain. L'Empire romain, il y a de l'antijudaïsme philosophique, un peu de mépris. Mais il n'y a pas de cette idée que les Juifs contrôleraient le monde, ou les Juifs seraient les empêcheurs de tourner en rond, ou seraient responsables. Je veux dire, il y a un mépris philosophique qu'on trouve chez les auteurs, de certains auteurs latins. On se moque d'eux parce qu'ils ont inventé la paresse à travers le jour chômé, le Shabbat. Mais il n'y a pas dans la Chine, on ne voit pas trace non plus en Chine, encore une fois, ni dans l'Inde. Il y avait des Juifs en Inde, il y avait des Juifs en Chine. Ah, pourquoi ? Ben oui, c'est effectivement là, au sein de ces deux sociétés, de ces deux cités qui sont issues du judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'il y a un problème de rapport au père, tout simplement. Pour s'affirmer, il faut tuer le père, et donc il faut tuer la figure de ce père qui est quand même détenteur des Écritures, de la Torah, donc des récits initiaux, et donc de savoir finalement, Abraham, il sacrifie qui ? Isaac ou Ishmaël ? Et tout le monde sait que c'est Isaac, on est dans des récits mythiques, mais le mythe est un mythe juif. Peut-être inspiré des Babyloniens, mais en tout cas, le mythe tel qu'on le trouve, il est antérieur, en tout cas à l'écriture, certainement pour des historiens et des évangiles, et du Coran. Et donc, il y a ce problème de névrose,
et qui va être réglé par, d'un côté, la théologie de la substitution, la théologie de la falsification du côté de l'islam, où l'on dit, où on va prétendre que la Torah et les évangiles sont des récits falsifiés, et qu'en vérité, la véritable Torah, les véritables évangiles annonceraient déjà la venue du prophète, et que, en fait, Abraham et Jésus ne seraient que des prophètes musulmans. Et donc c'est tout ce rapport-là. Et là, on est dans l'antijudaïsme. C'est quoi l'antijudaïsme? C'est détester les juifs pour ce qu'ils sont, des juifs, pour ce qu'ils font, le Shabbat, et pas pour ce qu'ils font, c'est-à-dire ils jeûnent à Yom Kippour, et pas pendant le Ramadan, et pas pendant le carême. Enfin, c'est pas vraiment un jeûne, enfin, c'est quand même une sorte de diète. Et c'est ça l'anti-judaïsme. C'est un rapport compliqué, un rapport à l'autre de quelqu'un dont on sait très proche, mais qui est en fait une situation de concurrence, puisque le problème c'est la conversion des païens. Et donc à travers ça va naître un sentiment, encore une fois, une sorte d'économie de l'autre, et l'autre étant confiné au seul juif, puisque dans la cité chrétienne classique, il n'y a pas d'autre minorité, il n'y a pas d'une autre altérité que l'altérité juive, puisque les païens sont condamnés à mort, les hérétiques sont condamnés à mort, les philosophes sont condamnés à mort. Et donc progressivement, la figure de l'altérité, elle sera confinée aux juifs. Et donc à cette idée, effectivement, qui va apparaître lentement mais sûrement, c'est qu'on va en faire les boucs émissaires naturels, puisqu'on choisit toujours à l'intérieur de soi quelqu'un qui est à la fois proche et très différent. D'où cette idée aussi qu'on retrouve de féminité juive, l'idée au Moyen-Âge qu'on considère que les juifs ont des menstruations. Cette figure, effectivement, de l'altérité un peu différente, donc féminine. Et c'est vrai que, bon, c'est compliqué à parler parce que c'est raconté en quelques minutes. L'antijudaïsme, c'est d'expliquer ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où les juifs seront expulsés d'Europe occidentale, puisqu'il y a un moment vers 1600 où il n'y a plus de juifs, il y en a un peu aux Pays-Bas, il y en a un peu en Allemagne, il y en a un peu autour de Rome, et 80% des juifs sont en Pologne. Donc il n'y a plus de juifs en Europe occidentale, il n'y en a plus en France en tout cas, il n'y en a plus dans les États belgiques, il n'y en a plus en Espagne, il n'y en a plus au Portugal. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de juifs à blâmer, et c'est à partir de ce moment-là que va naître finalement la peur de la sorcière, la peur de la femme, et finalement les grands procès en sorcellerie sont postérieurs, encore une fois, aux procès en sorcellerie contre les juifs, et on va accuser les femmes tout simplement des mêmes fables que l'on attribue aux juifs, de pratiquer le sabbat, de s'acoquiner avec le diable, etc. Et donc, en gros, l'antijudaïsme, c'est la détestation du juif pour ce qu'il est et ce qu'il croit. Jésus n'est pas le Messie. Mohamed n'est pas le dernier des prophètes. Et tout a basculé au XIIe siècle. Je voudrais te poser, puisque tout est lié au fond, hein, dans les trois thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a, au fond, tu as parlé de l'Europe occidentale, puis tu as parlé de l'Europe centrale et orientale, et puis alors il y a un troisième espace qui est celui de l'Empire ottoman. Je pensais, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des musulmans il n'y a pas si longtemps que ça, il y a au début du XXe siècle, et ça se trouve toujours, y compris dans les discours de certains, y compris sur Internet, l'idée qu'il y a un complot entre les deux autres, c'est-à-dire les juifs et les maçons. Je pense à cette idée de ce complot judéo-maçonnique qui se serait déroulé au début donc du XXe siècle, où les juifs et les maçons se seraient mis d'accord pour créer cet État qu'est l'État d'Israël. Et on retrouve encore cette thématique. Je pense à ce troisième lieu, parce qu'on en parle, je n'ai pas encore l'occasion d'en parler, mais ça me paraît intéressant aussi de ne pas oublier quand même les juifs de l'Empire ottoman, parce qu'il n'en a pas été question. Non, mais j'aurais dû en parler, effectivement. Il n'en a pas été question. Et alors aussi bien cette théorie selon laquelle eh bien, il y aurait eu un complot, hein, au point d'arriver à la déclaration Balfour, et puis plus tard à la création de l'État d'Israël. Oui, mais en Turquie, c'est plus que ça. C'est-dire que le mythe judéo-maçonnique, il expliquerait aussi Atatürk. Puisque Atatürk est avec le Thessalonique, oui. Et donc la destruction du califat serait l'œuvre des judéo. Exactement, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Israël. C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais avec l'idée que ça a permis, et exactement. Ça a été instrumentalisé pour... Jean-Michel, mais pour procéder par ordre, donc
Il y a donc de l'antijudaïsme, et justement ce qui caractérise, à mon avis, les relations jusqu'au XXe siècle entre les juifs et l'islam, c'est plutôt l'antijudaïsme. C'est ça. Je ne pense pas qu'on va parler d'antisémitisme jusqu'au XXe siècle. D'accord. Même si au XIXe siècle, avec l'affaire de Damas, qui est une affaire d'accusation de crime rituel, en fait, mais là ce sont les chrétiens orthodoxes qui vont introduire progressivement l'antisémitisme dans le monde arabe. Dans le monde arabe, le rapport aux juifs est différent. Le monde arabe méprise le juif, c'est un dhimmi, c'est un citoyen, un sujet plutôt de second ordre, qui n'a pratiquement aucun droit, qui est protégé, mais dans des limites bien strictes, qui n'a pas le droit d'aller sur un cheval, qui doit aller sur un âne, qui n'a pas le droit de la même manière à construire une synagogue qui serait plus élevée. Donc il est abaissé, il ne fait pas peur. Qu'est-ce qui est la caractéristique de l'antisémitisme et qui naît au XIIe siècle? C'est que, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, c'est qu'à la suite des croisades, et sans doute, mais là encore une fois, tu es meilleur connaisseur que moi en histoire, le juif devient superflu dans la cité chrétienne à partir du XIe, XIIe siècle. Il y a sans doute la volonté d'une certaine bourgeoisie locale, flamande et italienne, de les remplacer, parce que le juif avait une certaine utilité jusqu'alors, et donc, étant superflu, va commencer à naître un certain nombre de mythes, et là, on entre dans l'antisémitisme. Alors, c'est quoi la différence entre antijudaïsme et antisémitisme? L'antijudaïsme, c'est la détestation du juif pour ce qu'il est, un peuple à l'âne de crête, qui refuse la bonne nouvelle, qui est dans l'erreur, qui est aveuglé. On connaît les représentations dans les différentes cathédrales d'Occident. L'antisémitisme, c'est autre chose. On ne déteste pas le juif pour ce qu'il est, on déteste le juif pour ce qu'il n'est pas, et pour ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'est pas? Ce n'est pas un adorateur du diable, ce n'est pas l'ennemi du genre humain, le juif. Et ce qu'il ne fait pas, le juif n'empoisonne pas les puits, le juif ne tue pas des enfants chrétiens, le juif ne profane pas les hosties. Et pourtant, c'est à partir du XIIe siècle que vont naître un certain nombre de mythes qui font des juifs non plus un être méprisé, non pas un être qu'il faut en quelque sorte abaisser pour démontrer la victoire du christianisme sur le judaïsme et pour expliquer en quelque sorte aux païens ce qu'il en coûterait d'être juif, mais un être qui est fondamentalement malfaisant, qui serait responsable des malheurs du monde. Et c'est ça l'antisémitisme, c'est en fait la diabolisation du juif. Et c'est à partir de ce moment-là que la névrose, qui est caractéristique de l'antijudaïsme, devient une psychose. C'est-à-dire l'idée que, une psychose, c'est-à-dire une paranoïa sociale qui prête aux juifs la responsabilité, comme diraient les anglo-saxons, du what went wrong, de ce qui ne va pas. Et Dieu sait que jusqu'à l'invention de la pénicilline, en fait, rien ne va. Jusqu'à l'invention des syndicats ouvriers, rien ne va. Et déjà, jusqu'à aujourd'hui déjà, mais la condition humaine est une condition tragique. Pas seulement parce que ça se termine mal, mais parce que fondamentalement, il est, je pense, très difficile d'être heureux, parce que c'est quand même une situation, c'est quand même une condition terrible, la condition humaine. Et le juif, dans l'économie de la cité chrétienne, sert en quelque sorte à abaisser les consciences, et à apaiser les consciences, et à réenchanter le monde. C'est-à-dire que si on dit que le diable existe, eh bien Dieu existe. Et si on dit que c'est à cause des juifs, si l'Allemagne n'est pas un grand peuple, que s'il y a une crise économique, que si on a perdu la guerre de 1870, c'est à ça que sert le juif. Et c'est dans ça que ça devient une psychose qui n'a plus rien à voir avec les juifs. L'antijudaïsme a à voir avec les juifs, parce que les juifs n'aiment pas les chrétiens non plus. Mais là, on est dans quelque chose d'autre, on est dans quelque chose de totalement fou. Je voudrais simplement apporter une petite précision, et puis d'autre part, quand même, oui, deux précisions peut-être. La première, c'est peut-être pour signaler à nos auditeurs et nos auditrices qui n'auraient pas été très attentifs en tant que touristes lorsqu'ils ont visité la cathédrale des Saints-Gudule à Bruxelles, qu'il y a un célèbre vitrail de Bernard Van Orley, sauf erreur de ma part, exactement, où on voit la profanation des hosties par les Juifs, et d'ailleurs on les a typés physiquement de telle manière qu'ils soient bien identifiables. Ça c'est une chose, donc c'est un vitrail qui date du XVIe siècle. Hein. Et alors d'autre part, quand tu disais c'est à partir du XIIe siècle, quand même qu'il y a un tournant et que bon, il y a un changement de regard sur les Juifs, qui deviennent dès lors des êtres malfaisants, et tu lis ça, si j'ai bien compris, à des conditions socio-économiques, un contexte particulier. Et les croisades aussi. Et les croisades, parce que hein, les premiers oui. massacres datent justement des croisades. Tout à fait. Il n'y a pas de massacre avant.
Tout à fait. Mais tu faisais référence aussi à la place du juif dans les villes flamandes et italiennes. Alors je me Oui, suis dit qu'il y avait un contexte économique et social aussi sans doute aussi. Oui, bien sûr. qui Oui, jouait derrière tout certainement. ça. Mais je pensais quand même à l'anti-judaïsme ou antisémitisme, c'est plutôt de l'anti-judaïsme, je crois, qui sévit quand même en Espagne au VIe siècle à l'époque des Visigoths. Absolument. On ne peut Voilà. pas parler de tout. Et Non, 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 alors, non, s'il d'accord. fallait parler effectivement à un Non, non, mais c'est spécialiste, parce que tu parlais du XIIe siècle, donc c'est je me une suis dit, mais certitude. Il y a voilà. cette parenthèse effectivement des Visigothiques, Voilà. où il y a un régime effectivement de chrétiens ariens, où là il y a des persécutions et qui se terminent très mal pour les juifs. Tout à fait. Il y a effectivement cette C'est vrai qu'à parenthèse-là. l'époque carolingienne, Voilà, le problème ne se pose pas, ne en se tout pose cas, dans le royaume franc, on est bien Voilà, d'accord. exactement. Et il y a cette légende qu'on connaît que lorsque Charlemagne veut envoyer l'ambassade à Haroun el-Rachid, c'est un juif Isaac qui est le guide de contes, effectivement, en allant vers là. Mais il y a, bien sûr qu'il y a. Alors, il y a un mythe antisémite. Au moment de l'antijudaïsme, c'est le mythe de Judas. Oui, Judas sait accuser les juifs de ce qu'ils n'ont pas fait déjà. c'est ça. Ils n'ont pas tué le Christ. Parce que tous les apôtres sont juifs. Et Jésus est juif. Donc c'est une accusation stupide et qui permet de comprendre à quoi sert l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça permet encore une fois de disculper ceux qu'on va convertir, les païens, tout simplement au christianisme, en disant regardez, vous n'êtes pas responsables, ce sont les juifs qui sont responsables, et on va inventer, on va en tout cas insister sur un personnage, sans doute est-il historique, on n'en sait rien, qui s'appelle Judas, qui s'appelle juif en fait. Alors que Marie-Madeleine est juif, Saint Paul, Saint Pierre, enfin Pierre, Paul, Oui, tous ces gens-là bien sont sûr, juifs. bien sûr. Et donc ça, c'est, je dirais, les prodromes du passage de l'antijudaïsme, détestation des juifs pour ce qu'ils sont, vers l'antisémitisme, détestation des juifs pour ce qu'ils ne sont pas. Et 1144, c'est quand même la première affaire de crime rituel en Angleterre. Et je dirais que s'il y a un mythe antisémite par excellence, c'est le massacre des enfants qu'on le retrouve jusqu'à aujourd'hui dans la propagande antisioniste, où sur toutes les chaînes de télévision et dans tous les discours, dans toutes les affiches, dans tous les tracts, on va toujours représenter le soldat israélien comme un tueur d'enfants palestiniens. Alors là, on passe justement au troisième terme. On n'a pas de l'anti-judaïsme, il a été question d'antisémitisme, et maintenant tu parles d'antisionisme. Ça n'a pas été vraiment encore le cas jusqu'à présent. Donc on passe au troisième volet, si je puis dire, même si tout est lié d'une certaine manière. Enfin, l'antisionisme est quand même lié, c'est vraiment, ça c'est le XXe siècle, si je puis dire. Ça ne concerne pas les siècles qui précèdent. Absolument. Hein. Alors c'est la mutation, on pourrait dire dans une certaine mesure. Alors donc il y a d'abord l'anti-judaïsme, l'antisémitisme, qui se racialise naturellement au XIXe siècle. À partir du moment où il y a l'émancipation, il faut trouver il faut une autre prise pour essayer d'expulser les juifs de la société. On ne peut plus dire qu'on les exclut parce qu'ils ne sont pas chrétiens, alors on va inventer le mythe de la race. Mais je dirais que c'est presque comment dire, c'est une déclinaison de ce que j'appelle moi l'antisémitisme d'inspiration religieuse. Parce que finalement le grand slogan des Allemands, avant les nazis, à partir du XIXe siècle, c'est Die Juden sind unsere Unglung, les juifs sont responsables des malheurs, de nos malheurs en quelque sorte. La différence peut-être entre guillemets de l'apport nazi, c'est que jusqu'alors la conversion valait salvation, et avec l'antisémitisme de type racial, c'est terminé. Mais seulement en Allemagne. En France, la conversion sauve encore le juif. Alors, le troisième volet, effectivement, c'est l'antisionisme, mais pas n'importe quel antisionisme. On ne me fera pas dire que je considère l'antisionisme, toute expression d'antisionisme comme de l'antisémitisme. Certainement pas. On peut être hostile à l'idée d'un État juif sans être antisémite. Et d'ailleurs, alors les premiers antisionistes sont des juifs. C'est les juifs, les rabbins, le grand rabbin. C'est ça. C'est la grande bourgeoisie juive, contrairement à ce qu'on pense. Les grands bourgeois sont antisionistes parce qu'ils n'aiment pas cette idée de nationalisme juif qui leur rappelle leurs origines, en quelque sorte. Ce qui veut dire que les Anglais, à l'époque de la déclaration Balfour, les Anglais qui sont au sein du cabinet sont contre la déclaration Balfour. Et puis, bien sûr, les marxistes juifs, qui eux considèrent que le nationalisme est un reliquat petit bourgeois qu'il faut absolument éliminer. Et ce ne sont pas des antisémites. Il peut y avoir de la haine de soi, mais en gros, c'est pas de l'antisémitisme, c'est autre chose. Soit c'est la haine de soi, peut-être, ou c'est l'amour absolu de soi. C'est-à-dire souvent, les rabbins ne comprennent pas pourquoi les juifs, qui est le peuple prêtre, devraient s'abaisser à être aussi petits, aussi mauvais, aussi nationalistes que tous les autres peuples. Cette idée. Et les bolcheviks, les juifs bolcheviques ont repris ça aussi.
on trouve beaucoup chez les juifs de l'UPJB, dont on parlera peut-être, l'idée que nous ne sommes pas comme eux, comme les Bosniaques, comme les Palestiniens. Nous sommes un peuple destiné à sauver le monde à travers nos idées. Nos idées, c'est peut-être celles de Trotsky ou de Karl Marx ou de je ne sais qui encore. Donc oublions ça. Ce que moi j'appelle antisémitisme, c'est l'antisionisme que je caractérise de radical. Donc je dis toujours antisionisme radical. Alors c'est quoi l'antisionisme radical? C'est l'équivalent de l'antisémitisme. C'est l'idée selon laquelle les juifs sont responsables, pas les juifs, les sionistes sont responsables des malheurs du monde. Dire que c'est à cause de cet État qui est à peine plus grand que la Belgique, ou qui est peut-être plus petit que la Belgique, c'est à cause de l'État juif que le monde arabe ne se démocratise pas. Que c'est à cause de cet État-là qu'il y a des problèmes entre le monde chrétien, ou le monde occidental et le monde arabe. Que c'est à cause de cet État-là, effectivement, qu'il y a une stagnation, qu'il y a la montée des prix du pétrole, et que les États-Unis font la guerre en Irak. Donc c'est cette idée qu'il y aurait une sorte, voilà, que les Juifs sont responsables des malheurs du monde, et que ces juifs pratiqueraient des guerres qui ne sont pas celles de tout homme, de tout pays civilisé, une guerre qui oppose précisément des soldats hyper armés à des civils innocents, et c'est la raison pour laquelle on mettra toujours en avant, et c'est le seul exemple, hein, le nombre d'enfants tués, etc. Alors moi je suis plutôt un partisan, et certainement même d'une paix avec les Palestiniens, pour la création d'un État palestinien, et ce y compris avec Jérusalem comme capitale. Séparé mais partagé, mais finalement le conflit c'est un conflit de basse intensité. Ça fait mal de le dire, mais de 48 jusqu'à aujourd'hui, il y a 65 000 morts. C'est beaucoup, 65 000 morts. Mais par rapport à la guerre de l'Iran et de l'Irak, c'est peu. Par rapport à la guerre civile de Syrie, on parle de 500 000 morts. Par rapport au récit, par rapport au conflit sanglant du Yémen, je crois qu'on est à 85 000 morts, etc. Donc ce sont des morts qui sont beaucoup plus sanglants, mais qui n'intéressent personne, et dont on ne fait pas grand cas, et pour des raisons qui, à mon avis, s'expliquent par ce rapport névrotique, et ce rapport particulier de l'Occident, finalement, avec ce peuple juif, et je rajouterais aussi par rapport à la mémoire de la Shoah, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne joue pas en faveur de l'État d'Israël, mais joue en sa défaveur. C'est-à-dire, la mémoire de la Shoah fait dire à un certain nombre de mes contemporains que finalement, pourquoi, bon, certes on ne les a pas aidés, mais finalement ils ne sont pas meilleurs que nous, puisqu'ils font subir aux Palestiniens ce que les Allemands les ont fait subir. Et donc c'est la raison pour laquelle on va trouver énormément, encore une fois, d'accusations, soit selon lesquelles les sionistes auraient collaboré avec les nazis, soit que les nouveaux nazis seraient les sionistes, etc. C'est absurde, c'est scandaleux, mais encore une fois, je crois beaucoup aux relations névrotiques qu'on peut avoir avec l'histoire et la mémoire, et je pense que ça s'explique malheureusement pour ces considérations-là. Le conflit israélo-palestinien est un conflit qui est surmédiatisé. C'est ça, d'accord. Mais est-ce que tu peux comprendre que pour certains, et peut-être pour beaucoup de gens d'ailleurs, comment dirais-je, le point de vue que tu prends est un point de vue macro-historique, si je puis dire, puisque tu compares des chiffres, tu parles de 65 000 d'un côté, et tu reconnais toi-même que c'est beaucoup, par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est peu, que ça peut susciter quand même une réaction qui soit assez vive, pas par rapport à toi, mais par rapport au point de vue que tu adoptes, c'est-à-dire tu prends une position qui relève, je dirais, un point de vue qui fait appel au fond à la psychologie, à la psychanalyse d'une certaine manière, en faisant référence, comment dirais-je, au conflit des fils avec le père, l'image du père, ça j'ai très bien compris ce que tu as dit, mais certains pourraient dire, mais voilà, ça c'est un point de vue de type qualitatif, excuse-moi l'expression, et que le point de vue quantitatif, mais à la limite, il n'y aurait que 10 enfants palestiniens, et tu le reconnais bien sûr aussi, c'est évidemment trop. Là, je suis sûr que tu es d'accord, bien sûr. Mais que quelque part, ton point de vue est une position de surplomb et il ne correspond pas à une réalité vécue par des gens qui sont directement impliqués dans ce conflit. On est d'accord, mais le problème, c'est que si on fait de ce conflit-là, qui reste de basse intensité, le pire conflit de l'histoire de l'humanité, on empêche effectivement de permettre aux gens de faire la paix. Parce que si effectivement, si on présente ce conflit comme un western,
avec d'un côté les bons et les méchants, Ouais, effectivement, on ne ouais. comprend rien. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même des moments où les Israéliens, c'est pas le cas de ce gouvernement-là, ont été prêts à faire la paix aussi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas évident de faire la paix avec Hamas qui, Mhm. en fait, n'a qu'une seule volonté, c'est la destruction de l'État d'Israël. Je veux dire, on dit qu'Israël est un État expansionniste, il a remis le Sinaï aux Égyptiens contre un traité de paix. Il avait quelques arpents de territoire au Liban, ça a été remis au Liban, voilà, etc. Il y avait Gaza, on oublie, mais Gaza, les troupes israéliennes sont parties de Gaza. Donc pour danser le tango, il faut être deux. Donc s'il n'y a pas la paix aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens, c'est que manifestement, les partis peut-être ne le veulent pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine, le monde arabe n'a pas voulu d'un État juif, tout simplement. Et ça, il ne faut pas l'oublier, encore une fois. C'est-à-dire les torts sont partagés. Et donc, et le problème, c'est qu'en présentant ce problème, encore une fois, ce conflit-là, comme la mère de tous les conflits, etc., ce que pensent certains Belges comme Pierre Galland, etc., eh bien, on rend les Israéliens encore plus, je dirais, comment dire, Ils se cadrent paranoïaques sur leur position, qu'ils c'est ne ça le que tu sont veux déjà, dire. évidemment. Il Oui. ne faut pas oublier que le peuple juif est un peuple doublement traumatisé par la Shoah d'un côté et par le souvenir quand même de ce qu'a été la condition des Juifs dans le monde arabe. Je sais qu'il y a beaucoup d'historiens qui vont vous parler, eux qui nous parlent encore une fois du mythe de l'Andalousie. Il y a quand même des chiffres qui parlent. Il y avait 900 000 juifs dans le monde arabe, 900 000 juifs encore en 1945, il en reste 6 000. Donc si 99% des juifs du monde arabe ne sont plus, ont quitté le monde arabe, Oui. c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, ça va de l'épuration ethnique au fait que les juifs n'avaient plus la place dans des États musulmans et nationalistes arabes. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant. Dans une de tes interventions, je ne sais plus quand, tu as dit que les Juifs du monde entier se doivent de garder un lien de solidarité avec l'État d'Israël parce que vu l'évolution des choses depuis quelques années, eh bien, Israël sera peut-être le dernier refuge pour les Juifs. Euh, Au fond, ce que tu dis correspond un petit peu comment dirais-je, à ce qui s'est passé pour les protestants, parce que après 1685, donc la révocation de l'édit de Nantes, les protestants n'ont que deux possibilités. Soit ils se convertissent au catholicisme, non, trois possibilités. Soit ils fuient et ils partent vers ce qu'on appelle le refuge, c'est-à-dire l'Angleterre, les Provinces-Unies ou la Prusse par exemple, soit ils rentrent dans ce qu'on appelle à l'époque le désert. Donc il y a le refuge et le désert. Le désert c'est quoi? Eh bien c'est de devoir se cacher en France même pour, voilà, parce qu'ils sont persécutés. Donc est-ce qu'il n'y a pas au fond, comment dirais-je, sur le plan conceptuel, quelque chose que tu reprends à cet épisode dramatique pour les protestants, français en tout cas dans l'histoire, cette idée d'un refuge au fond. De la même manière donc que les protestants ont dû fuir à un moment donné, puisqu'il a fallu attendre 1787 pour que les juifs soient réintégrés d'une certaine manière, en tout cas dans le royaume de France. Non, absolument, mais on n'a pas besoin de ces référents-là, mais Non, c'est non. la même chose. C'est la même évidemment. chose, oui, oui. C'est la même chose. C'est-à-dire mieux, mais je ne crois pas je ne dis pas que le devoir de tout juif est d'être solidaire, je ne dis pas ça. Je dis autre chose. Je dis qu'autant l'antisionisme était une des possibilités avant la Seconde Guerre mondiale, finalement le sionisme était très peu répandu chez les juifs avant Oui. la Seconde Guerre mondiale. Finalement, la majorité des juifs étaient très religieuses en Pologne, ou assimilationnistes en Europe occidentale, ou avec une portion importante de juifs marxistes, et les sionistes étaient intellectuellement importants, mais ils étaient très peu nombreux, parce que ça paraissait absurde. Pourquoi, alors qu'on avait eu l'émancipation, pourquoi devoir aller dans un pays au Moyen-Orient, finalement sous-développé Ah Et oui, donc on raillait c'est- un peu les sionistes. Mais comme on dit, il y a cette célèbre boutade entre les optimistes et les pessimistes chez les juifs. Les optimistes sont morts à Auschwitz et les pessimistes sont en Israël ou aux États-Unis. Et c'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'on doit apprendre les leçons de l'histoire. Et les leçons de l'histoire nous disent aujourd'hui qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus raisonnable d'être antisioniste. On peut l'être philosophiquement.
c'est vrai qu'on mieux vaut être internationaliste, mieux vaut être un homme de l'humanité, un homme... Voilà. Le problème, c'est que là où il y a eu des tentatives d'assimilation, ça a échoué. Je veux dire, finalement, regardons le bolchevisme, le nombre des... comment les juifs se sont, comment dire, inscrits dans cette révolution, dans la construction de l'État soviétique. Mais Staline a finalement éliminé tous les juifs du parti bolchevique. Encore une fois, l'affaire Dreyfus, c'est la République de Weimar. Donc, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui est comme un chat échaudé, et qui craint l'eau froide, et donc, non pas le devoir de tout juif, mais je dirais que la conséquence de la Shoah et de l'expulsion du monde arabe, c'est de dire, oui, c'est bien d'avoir un État refuge, en quelque sorte, mais qui est fragile, bien évidemment. D'où notre peur de le voir détruire, et d'où ce sentiment, effectivement, de solidarité, parce qu'un juif, c'est effectivement quelqu'un aussi qui est névrosé. C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir. Alors, pour bien expliquer ça, alors, on parle des protestants assez juste, mais parlons des Grecs. Qu'est-ce qui fait qu'on a exterminé les Arméniens et pas les Grecs? Parce que les Arméniens n'avaient pas d'État national. Donc la solution, la question nationale est réglée par le génocide. Les Grecs, il y a eu un échange de population. 2 millions de Grecs ont été expulsés, mais pas les Grecs du Pont, ils ont été exterminés, mais les Grecs d'Asie mineure ont été échangés tout simplement. Et on a des textes de l'époque de l'expulsion du Portugal en 1497, où là, et la différence entre les Juifs et les Morisques, mais les Morisques peuvent aller dans le monde arabe. Il y a un monde musulman. Donc ils partent, les Juifs n'ont pas d'État juif. Donc on les convertit de force. Tous les Juifs ont été convertis de force au Portugal, et on connaît l'histoire de Spinoza, etc. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que les Juifs se disent, Israël c'est pas idyllique, mais c'est bien que l'on est. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours content du gouvernement et des dirigeants qui le dirigent, parce que, c'est le cas de le dire, c'est vrai qu'ils ne sont pas à la hauteur de la mission qui devrait être la leur. Alors, tu as fait référence tout à l'heure, il y a un bon quart d'heure, je crois, à l'UPJB, en disant qu'on allait peut-être en reparler par la suite. Et effectivement, hors caméra, nous en avons touché un petit mot avant. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la question, ce serait peut-être bien que tu expliques un petit peu, au fond, pourquoi et dans quel cadre le centre communautaire laïque juif a été créé, puisque tu es quand même responsable de la publication mensuelle Regard, donc tu as un lien organique directement avec le CCLJ. D'autre part, l'Union des progressistes juifs de Belgique, donc l'UPJB, qui se trouve, et ça paraît un petit peu évidemment étonnant, mais pourquoi pas, à 150 mètres de l'autre institution, association dont je parlais il y a quelques instants. Pourquoi sont-elles en désaccord sur quoi, au fond? Est-ce que ça porte sur le sionisme? Est-ce que ça porte sur les positions du gouvernement israélien, de l'État d'Israël même? Est-ce que ça concerne la cause palestinienne? Ce serait peut-être, pour ceux qui ne sont pas au courant, intéressant d'avoir en tout cas une explication qui soit claire, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, on s'y perd un petit peu quand on entend parler du PJB, du CCLJ. Non, alors, bon, tout simplement dire que le CCLJ, le PJB sont les fruits de la modernité, de la sécularisation de la société juive. Et donc, il y a eu et de la manière d'être juif dans une société sécularisée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux institutions sont nées de communistes juifs. La différence, c'est que les communistes, à l'origine, c'était la même organisation, mais il y avait des juifs qui étaient, entre guillemets, plutôt sionistes, c'est-à-dire qu'ils considéraient quand même, encore une fois, après la Shoah, qu'il fallait accepter l'existence d'un État juif comme État refuge, ou en tout cas, pourquoi pas doter les Juifs d'un État comme les Bosniaques, les Kosovars, les Belges. C'est quand même une jeune nation, la nation belge. Et donc, en fait, finalement, la dispute porte sur ça. Les Juifs communistes, et c'est en 67 que ça s'est en fait cristallisé, cette opposition. En 67, donc il y a la guerre des 6 jours, et les Juifs communistes, entre guillemets, d'origine communiste CCLJ, ont eu peur qu'Israël ne soit détruit, et les gens du PJB, pour d'autres raisons, n'ont pas eu cette peur-là. Et donc, finalement,
s'est révélé la centralité ou non de l'État juif. Et ça n'a rien à voir avec la question palestinienne, même si la question palestinienne est une question en soi qui est importante, mais c'est vraiment la question, est-ce que les juifs doivent ou non s'engager dans la voie tout simplement du nationalisme petit bourgeois ou non. Et donc les juifs de l'UPJB sont les descendants des juifs communistes et des juifs trotskistes, tout simplement, qui considèrent que il n'y a pas, Mais il n'y a pas d'État juif, quand même. et ils sont devenus pro-palestiniens, etc. Mais par exemple, Trotsky n'est pas pro-palestinien. Lénine n'est pas antisémite du tout, mais il est antisioniste. Il va même faire disparaître le Bund, qui est le parti ouvrier, qui n'est pas sioniste, mais qui est un parti ouvrier juif. Donc contre ce particularisme juif. Quand même PJB, quand on remonte généalogiquement. Pas forcément le Bund, ils sont remonte. plutôt les communistes et les trotskistes juifs. C'est plus ce côté-là. Malheureusement, le Bund a disparu. Le Bund a disparu dans les chambres à gaz. Malheureusement, encore une fois, c'était aussi une réponse, l'autonomie juive. Mais encore une fois, ce sont les antisémites qui ont décidé de nous faire sionistes en quelque sorte. Et je pense que, et c'est en ça que les querelles par rapport à tout ce qui s'est passé, la querelle de Ken Loach, etc., voilà, d'accuser les juifs d'avoir collaboré, ou les sionistes d'avoir collaboré, est scandaleux. Si l'on songe quand même que... Voilà, j'aimerais bien qu'on aille tout doucement vers la fin de cet entretien et que tu expliques de nouveau, je te demande dans un souci pédagogique, d'éclaircissement, ce qui s'est passé lors de cette polémique à laquelle beaucoup de gens n'ont pas compris grand-chose dans la presse, polémique lors de l'attribution d'un prix à l'Université libre de Bruxelles au réalisateur, donc le cinéaste Ken Loach. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi il y a eu polémique et au fond quels étaient les arguments qui étaient avancés et par les uns et par les autres, parce que finalement le prix lui a été attribué. Oui, tout à fait. De toute façon, on savait que les juifs savent qu'ils sont toujours dans l'opposition, dans la minorité, et souvent ils ne gagneront pas. Ce sont souvent des combats qu'il faut mener, sachant que la cause est finalement perdue. Oui, mais il y avait quand même des juifs qui étaient pour l'attribution. Oui, évidemment qu'il y a des juifs qui étaient pour l'attribution, mais ce sont encore une fois toujours les mêmes. Et pourquoi pas les juifs antisionistes. Alors on a fait un mauvais procès. Alors en gros, Ken Loach, très bon réalisateur, très bon metteur en scène. C'est un prix pourquoi, tu pourrais le rappeler? Simplement docteur honoris causa de l'Université libre. Oui. Et le problème, c'est que Ken Loach appartient à cette branche du mouvement progressiste britannique qui a fait, encore une fois, de l'antisionisme radical son identité première, fondamentalement. Et c'est le problème de Corbyn. C'est-à-dire ce sont des gens qui, au nom d'une certaine vision de l'histoire, totalement binaire, manichéenne, de type western, font des sionistes, les agents de l'impérialisme américain, etc., oubliant quand même que le mouvement sioniste à l'origine est un mouvement laïque, un mouvement quand même de gauche, et même d'extrême gauche, il ne faut pas l'oublier. Les kibbutzim, ce n'est pas l'émanation du grand capital américain ou anglo-saxon. Et donc, le problème, c'est que notre ami Ken Loach fait de la politique et a été amené à de nombreuses reprises à accuser Israël, non pas de tuer les Palestiniens, donc ce n'est pas la question palestinienne, c'est le fait tout simplement que les Juifs avaient collaboré avec les nazis, que les sionistes avaient collaboré avec les nazis, en prenant prétexte d'une affaire tragique, qui est l'affaire Brandt, et l'affaire aussi... maintenant j'ai un trou de mémoire. Oh là là, l'affaire, en plus je connais bien, merde. Enfin, ça va peut-être revenir plus tard. Ah, exactement. Oui, donc en prenant prétexte effectivement d'une soi-disant collaboration d'un dirigeant de la communauté juive de Hongrie qui était effectivement sioniste avec les nazis. Mais c'est une méconnaissance totale de l'histoire. Pourquoi? Parce que effectivement cet homme-là a essayé de négocier avec le diable. C'est une sorte de pacte faustien, c'est-à-dire qu'il n'était le représentant de rien, c'était un individu qui a essayé de convaincre les nazis de quoi? De ne pas déporter les juifs contre l'octroi d'un certain nombre de camions. Donc les deals, c'était d'offrir un camion contre 1000 juifs, mais il n'avait ni les camions, ni l'autorité nécessaire de le faire. Donc c'est du bluff. Donc voilà un homme libre qui essaye de bluffer avec les nazis et qui réussit à sauver à peu près 10 000 juifs, ce qui est quand même pas si mal que ça. Mais c'est un problème de prise d'otage. Il y a quand même 500 000 juifs hongrois qui vont être déportés par les nazis entre mai et août 1944. Donc c'est pas de la collaboration. C'est tout sauf ça. Alors il y a eu des juifs qui ont peut-être collaboré, mais ne sont pas des sionistes. C'est ce qu'on appelle les juifs de cour.
C'est ce qu'Hannah Arendt par la suite appelait Judenrecht. Mais même les juifs, les conseils juifs, même ces gens-là qui étaient passionnistes, ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin de l'histoire, qui est les chambres à gaz, mais eux ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Eux connaissaient l'histoire classique des juifs, de gens qui étaient obligés en quelque sorte à négocier avec les autorités pour sauver l'essentiel, qui était souvent les enfants, ou alors pour des raisons personnelles de sauver leur propre famille. Donc c'était un mauvais procès qui a été intenté. Alors on a essayé de l'expliquer aux autorités académiques, et malheureusement, nous n'avons pas été compris, et ça a été tout de suite politisé. On a fait un affrontement sioniste pro-palestinien, ce qui n'avait pas lieu. Parce que d'être. je me souviens que tu avais contesté la composition de la commission scientifique qui devait se pencher justement sur ce problème, parce que je me souviens d'avoir lu dans un article, je ne sais plus où tu disais, oui, mais enfin, finalement, je suis le seul prof qui enseigne l'histoire de la Shoah à l'Université de Bruxelles, et je ne suis pas dans cette commission. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu. Oui, lu. mais c'est juste. Je veux dire que l'ULB est quand même une université basée sur Le sur libre les examen, etc. Voilà, donc La confrontation des idées, etc. tu as l'impression que cette commission était trop homogène. Absolument, puisqu'on aurait pu me poser au moins la question, et j'aurais pu expliquer effectivement le cas des juifs hongrois, d'autant plus je suis d'origine hongroise. Donc je connais un peu ce cas-là, j'ai écrit quelques articles sur cette question-là, et j'aurais pu effectivement témoigner de la famille de cette accusation. Tu as eu l'impression qu'on t'a... Oui, bien sûr, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est pas la première fois. T'as éloigné, écarté, si je peux dire. Nié, on dirait. Nié, oui, c'est encore pire. C'est encore pire, nié. Alors pourquoi? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'explication politique. Oui. C'est ça qui est pourquoi l'explication politique. Pourquoi est-ce que des juifs de tradition marxiste ou des juifs de tradition, pas forcément des juifs, mais pourquoi est-ce que des marxistes, on viendrait à dire que les sionistes ont collaboré? Mais encore une fois, on accuse les juifs de ce qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que qui a collaboré? Qui? L'Union soviétique, par le pacte germano-soviétique. Et personne, et si aujourd'hui on en vient à rappeler le pacte germano-soviétique, on se voit accusé effectivement de ressortir des vieilles rengaines ou de faire des mauvaises accusations, etc. Mais il y a un péché originel de l'Union soviétique. C'est à cause de ce satané pacte du 23 août 1939 qu'Hitler a pu attaquer la Pologne et s'est retourné ensuite contre l'Europe occidentale. Et on fait comme ça n'a pas existé. De la même manière, il ne faut pas oublier non plus que le monde arabe a collaboré avec les nazis. Je veux dire, on parle toujours de ce brave Moufti, Jérusalem. Il a quand même levé des légions musulmanes en Bosnie, la légion Hadjar, et il a quand même conseillé aux nazis, en cas de victoire de Rommel, de ne pas oublier l'extermination des 600 000 juifs qui vivaient en Palestine mandataire. Alors, quelle belle manière que de faire l'impasse sur ça, hein, en quelque sorte, que de dire, que d'accuser effectivement ceux qui n'ont pas collaboré d'être des collaborateurs. Et le mouvement trotskiste. Le mouvement trotskiste, durant la Seconde Guerre mondiale, à tout le moins, n'a pas résisté. Il y a un texte de Trotsky de 1940, quelques mois avant son assassinat, où il dit « Cette guerre n'est pas la nôtre ». Je veux dire, la victoire de l'Angleterre ne serait pas plus favorable au monde ouvrier que la victoire de l'Allemagne, sur un schéma de la Première Guerre mondiale, où là, effectivement, c'était le cas. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'explication politique. Et c'est en ça que je me suis amusé effectivement à écrire un certain nombre de choses, peut-être polémiques, et d'autant plus polémiques que, effectivement, nos amis communistes n'aiment pas qu'on leur rappelle le pacte germano-soviétique. D'ailleurs, pour adhérer au Parti communiste pendant très longtemps, on répondait à un questionnaire, et une des questions du questionnaire, c'était « Quelle est votre position par rapport au pacte germano-soviétique ?» Et toute personne qui disait qu'elle était opposée, ou que c'était un scandale, ne pouvait pas rentrer au sein du parti. C'était quelque chose de clivant. Et voilà, donc... Voilà l'enjeu d'une querelle qui aurait pu se terminer assez rapidement. On aurait pu remercier Ken Loach, mais je ne pense pas que ça a été l'honneur de l'ULB que d'honorer cet homme-là, qui par ailleurs est un grand metteur en scène. Oui, mais ça n'a jamais été contesté par personne, je crois. Absolument. L'enjeu de la polémique ne portait pas sur ses capacités de cinéaste. Mais écoute, Joël, je crois qu'on a fait le tour de ce dont nous avions l'intention de traiter. Tu as tenté d'éclaircir, en tout cas, enfin pour moi c'est plus que tenté, tu as réussi, mais j'espère que pour nos auditrices et nos auditeurs, les notions d'anti-judaïsme, d'antisémitisme et d'antisionisme radical ont été explorées de manière suffisamment approfondie, même si derrière toi, tu as évidemment
une bibliographie importante et que tu aurais eu encore évidemment 10 000 autres choses à dire, mais le cadre de cette chaîne fait que, comme elle a un objectif pédagogique, ben, on s'en tient évidemment à l'essentiel, et le tout c'est que chacun puisse y voir un petit peu plus clair à la suite de cet entretien qui m'a fait très plaisir. Moi aussi. Hein, voilà, on n'avait plus de discussion aussi longue depuis quelques décennies. Absolument. On s'est revu depuis lors. Hein, on a discuté, mais dans d'autres contextes, Absolument. si je puis dire. Et ici, ben, ça m'a rappelé l'époque où on discutait parfois Absolument. pendant des heures et des heures Sur ces questions-là. sur ces questions-là. Et d'ailleurs, tu me le disais d'ailleurs en rigolant à l'époque, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce qu'évidemment tu ne le pensais pas, quand tu parlais à certains moments d'Israël ou d'autres sujets, tu me disais en rigolant, quel antisémite. Tu t'en souviens? Mais évidemment, c'était au 2e degré, parce que sinon, on ne se serait Au plus... troisième même. Ou au 3e degré, on ne se serait plus revu à cette époque-là. Voilà, mais donc je te remercie infiniment, et peut-être à l'occasion d'un prochain... Est-ce que tu as un bouquin en vue, peut-être? Parce que tu as toujours quelque chose en tête, toi. Sur le mouvement BDS, Ah, le mouvement de boycott, où je démontre voilà. que c'est un mouvement qui, malheureusement, n'est pas un mouvement pacifiste. C'est un mouvement qui entend détruire par d'autres moyens C'est ça. l'État d'Israël. Eh bien, tu es en train d'écrire? J'ai pratiquement terminé le manuscrit. Voilà, et il devrait paraître chez quel éditeur? On ne sait pas, Et quoi, on en cherche. 2020 En 2019 peut-être. 2019. Ah bon? Et j'aurais peut-être une préface d'un homme sulfureux, Philippe Val, qui a dirigé Charlie Hebdo. Ah oui, d'accord. Bah, pourquoi pas? Bon, Ah non, c'est un homme que j'aime beaucoup. voilà. Voilà, mais on sait que tu as un certain goût pour la provocation, mais toujours dans un but de faire progresser les choses. Hein. Je sais très bien, et avec un certain humour, de toute façon, qu'on te connaît, et qui n'a rien de blessant. En tout cas, j'espère en tout cas. Mais évidemment, il faut te connaître, hein. Donc moi je te C'est connais. exactement ce que dit ma femme. Ah voilà, il faut te connaître. Parce que c'est vrai, connaître. quand on ne te connaît pas, quand on te voit pour la première fois, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Mais bon, moi il se fait que, voilà, je te connais depuis très longtemps, et donc je sais comment je dois considérer tes points de vue, et surtout la manière dont tu les exprimes. Voilà. Un grand merci, Joël. Je te remercie.